Alors nous continuons cette explication de texte des pensées de Marc Aurèle, du premier paragraphe du livre 8. On a vu que dans ce texte, Marc Aurèle critiquait les faux bonheurs, les bonheurs illusoires. Et on a vu aussi, ensuite, qu'il définissait le vrai bonheur. Il nous explique en quoi consiste ce vrai bonheur. Il consiste notamment à vivre conformément à la nature et conformément à notre nature humaine. Nous avons expliqué ce que ces mots signifiaient. Je crois qu'on peut, si on a le temps, dans une explication de texte en 4 heures, faire une troisième partie sur la question de la méthode. Comment accède-t-on à ce bonheur? Et là, le texte nous donne des indications. Il est question de vertu, il est question de justice. Le style sobre et dépouillé nous renvoie aussi à la méthode des stoïciens, qui consiste d'abord à juger sans juger. La première des choses, si on veut atteindre le bonheur, c'est d'arrêter de considérer que les choses sont en elles-mêmes bonnes ou mauvaises. Aucune chose, rien de ce qui nous arrive n'est en soi bon ou mauvais. Les choses sont en elles-mêmes indifférentes. La logique stoïcienne, ce qu'on appelle logique stoïcienne, en référence au logos, qui signifie aussi la raison ou le langage. La logique stoïcienne, c'est une discipline, un exercice qui consiste à épurer, à dépouiller notre langage de tout jugement de valeur sur les choses. Les choses sont en elles-mêmes indifférentes. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Les plaisirs, les épreuves que la vie nous apporte, tout cela n'est en soi ni bon ni mauvais, puisqu'on peut en faire un bon ou un mauvais usage. On va en reparler, mais c'est notre intention, c'est notre représentation, c'est la volonté que nous projetons sur ces choses qui va en faire de bonnes ou de mauvaises choses. C'est notre volonté, notre intention, nos représentations, et en un mot, tous les actes de l'esprit qui sont bons ou mauvais. Mais les choses mêmes ne le sont pas. Elles sont indifférentes. Donc, pour atteindre le bonheur, pour atteindre cette sérénité, cette tranquillité, cette paix intérieure, les stoïciens nous conseillent de simplifier notre langage, de l'apaiser, de l'épurer. Donc c'est cela, la logique stoïcienne, ce que j'appellerais personnellement, moi, une psychologie stoïcienne. Il s'agit de dépasser la conscience duelle. La conscience duelle, c'est la conscience qui croit qu'il y a des choses bonnes ou mauvaises, bonnes et mauvaises. La conscience duelle, c'est la conscience qui oppose les choses bonnes aux choses mauvaises. Or, les stoïciens considèrent que rien de ce qui nous est extérieur, rien de ce qui ne dépend pas de nous,
n'est bon ou mauvais en soi. Prenons un exemple qu'on trouve dans les pensées de Marc Aurèle. Tu dis qu'un tel a dit du mal de toi. Il se peut que quelqu'un ait dit du mal de toi. Mais qu'il t'ait fait du tort, ça non, tu ne peux pas le dire. À moins que tu veuilles considérer que le mal qu'on dit de toi te fait du tort. Mais c'est le regard que tu portes sur le mal qu'on dit de toi qui fait toute la différence. Et non ce que, en soi, les autres disent de toi. De même, pour prendre notre exemple, qu'on trouve aussi dans les pensées, ce concombre est amer. Eh bien, jette-le, dit Marc Aurèle. Mais n'en fais pas un plat. Tu n'as pas besoin de charger la sensation que tu éprouves dans la bouche, de l'amertume de ce concombre. Tu n'as pas besoin de la charger d'un jugement. Il y a des ronces sur ton chemin, dit aussi Marc Aurèle, pour prendre notre exemple. Contourne-les. Alors, on ne va pas dire que les ronces et leurs épines nous font du bien. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais il s'agit de ne pas recouvrir la sensation de la douleur provoquée par les épines des ronces d'un jugement qui va solidifier cette expérience, l'alourdir, et qui risque de nous rendre malheureux. Parce que cela va faire des ronces nos ennemis. Nous allons voir un monde peuplé d'ennemis, d'adversaires. Et c'est nous-mêmes que nous rendons malheureux en jugeant le concombre mauvais ou en déclarant que les ronces sont méchantes. C'est ce qu'il faut essayer d'éviter de faire. Donc le concombre est amer, mais si vous me permettez l'expression, n'en faites pas un plat. Donc nous allons essayer de passer par la logique stoïcienne, qui est le premier exercice spirituel stoïcien. Nous allons essayer de passer du jugement de valeur à des jugements descriptifs, de façon à simplifier notre langage. C'est véritablement un travail sur le langage, une attention à ce que nous disons et à ce que nous pensons. Il y a là, je dirais, une sagesse antitragique qui, d'un certain point de vue, est aux antipodes de la sagesse grecque de la haute antiquité. Et je crois qu'on pourrait dire avec Krishnamurti, qui n'est pas grec, mais qui avait le sens de la formule, une formule qui pourrait ici très bien s'appliquer à la sagesse stoïcienne. Krishnamurti disait que une pensée sans jugement est la plus haute forme d'intelligence. Peut-être qu'on pourrait dire la même chose avec Spinoza, qui lui est pour le coup fortement influencé par le stoïcisme, dont il prétend se démarquer, mais auquel il reprend beaucoup. Spinoza disait qu'il faut, pour être sage, non iudicere sed intelligere, c'est-à-dire que la sagesse ne consiste pas à juger, mais à comprendre. Comprendre sans juger. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que le bien et le mal n'ont plus de sens. Bien et mal prennent, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je voudrais à nouveau insister là-dessus en guise de conclusion. Bien et mal prennent chez les stoïciens un autre sens. Les choses ne sont pas en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, cela veut dire qu'on ne peut pas utiliser les notions de bien et de mal comme si elles désignaient des propriétés des choses mêmes.
bien et le mal sont dans l'intention, elles sont dans notre pensée, dans nos représentations, dans la volonté que nous projetons sur les choses. Au fond, bien et mal ont toujours un sens pour les stoïciens, mais ne désignent ou ne s'appliquent qu'aux actes de notre esprit. Ces actes de notre esprit qui seuls dépendent de nous et qui dépendent exclusivement de nous. Donc, attention de ne pas sombrer dans l'anomie. L'anomie, c'est le risque de considérer que, puisque les choses ne sont pas en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, le bien et le mal n'existent plus. Or, je crois que ce serait une exagération et, pour tout dire, un contresens aux yeux des stoïciens. Ce n'est pas parce que le bien et le mal ne sont plus des propriétés des choses mêmes qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre tuer quelqu'un et le sauver, par exemple. Tendre la main à un enfant ou à une personne qui se noie, c'est bien pour les stoïciens. Mais ce n'est pas l'acte en lui-même qui est bon, c'est l'intention dans laquelle je le fais. Donc le bien et le mal ont toujours un sens, la culture et la pratique des vertus a toujours un sens pour les stoïciens. Voilà, il faut donc simplement mesurer le déplacement de sens que les stoïciens opèrent sur ces notions. À très bientôt pour une suite et peut-être une conclusion à ce commentaire des pensées de Marc Aurèle, livre 8, premier paragraphe. Pace salute.